à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour le Faction Focus numéro 3, toujours avec Volkern et toujours en direct de base. Alors mon cher Volkern, on va tout de suite commencer par les Votann. Clac, qu'est-ce que tu peux nous en dire s'il te plaît? Alors on va commencer par les League of Votann, donc les squats. Squats de l'espace. Les nains de l'espace. Récente armée sortie en V9 hein, évidemment, donc on va commencer par sa règle d'armée qui est donc l'œil des ancêtres, qui va permettre tout simplement de mettre des jetons, des tokens de jugement, de rancune sur les unités ennemies qui détruisent vos unités League of Votann. Donc ce sera capé à 2 tokens de jugement et vous débloquerez des bonus en fonction de ces tokens de jugement. On aura le premier bonus pour un token, Eminent Threat, qui permettra d'avoir +1 à ces jets de touche contre cette unité. Ouais. Et quand il y en a 2, on aura +1 au jet de touche et +1 au jet de blessure. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on va le voir dans cette review légère, hein, bien sûr, parce que c'est Warhammer Community, mais en fait, ils ont élagué plein de règles. Les League of Votann, ils ont vraiment simplifié, donc c'est plutôt bien. Donc on passe tout de suite à leur règle de détachement, donc le Oathbound Band Detachment. Qui sera donc Ruthless Efficiency et qui permettra au début de la bataille de choisir une unité ennemie et de lui mettre directement 2 tokens de rancune. Ah ouais, d'entrée. D'entrée on t'aime pas. Ouais, d'entrée, c'est direct. Et la deuxième partie de cette règle, c'est que vous allez pouvoir gagner des points de commandement en fonction du tour où vous détruisez cette unité. Ah oui. C'est-à-dire que au début de n'importe quelle phase de n'importe laquelle de vos phases de commandement, si l'unité a été détruite, au début de votre première ou seconde phase de commandement, vous gagnez 3 CP. Si c'est au début de la 3e ou 4e phase de commandement, c'est 2 CP. Et au début de la 5e, c'est 1 CP. Yes. Ouais, une très très bonne règle, je trouve. On retrouve un petit peu la règle ultramarine, qu'on avait vu aussi pour les Space Marines. C'est-à-dire on va désigner une unité, ce sera l'unité cible, ce sera le serment contre cette unité-là. Et là on retrouve un petit peu ce mécanisme-là. Et je trouve assez sympa parce que du coup ça donne évidemment des informations, ça donne un bonus, mais ça donne aussi des informations. Si tu joues contre les Votann et qu'ils te disent bon bah cette unité-là je la maudis. Après il y a 2 options, c'est-à-dire prendre une unité qui est vraiment forte pour essayer de la détruire ou une unité qui est pas très forte, qui va être, je sais pas, par exemple une sentinelle par exemple. Et de se dire, bon, bah, on va la faire sauter rapidement, comme ça on va gagner 3 points de commandement supplémentaires. Donc il y a une flexibilité de jeu qui est plutôt intéressante. Ouais, c'est plutôt intéressante. De plus, on nous précise bien que ce gain de points de commandement est exclu de la règle de base qui te dit que tu peux gagner que 1 point de commandement supplémentaire par round. Yes. Alors on va passer maintenant aux unités. Alors, on va passer donc tout de suite aux guerriers de base. Hein. Les guerriers squad de base, donc mouvement de 5, endurance 5, sauvegarde à 4+, 1 point de vie, commandement à 7+, moins bien qu'un Space Marine. Oui. Et 2 d'objectif contrôle. Donc unité assez tanky, même si elle a qu'un point de vie. Mais bon, elle était déjà en V9 et c'était déjà assez dur de les tuer. Elle aura donc l'œil des ancêtres évidemment. Et elle aura une règle qui s'appelle donc Luck Has, Need Keeps et Tall Earns. Je vais pas traduire. à la fin de votre phase de commandement, si cette unité est à la portée d'un pion objectif que vous contrôlez, ce pion objectif reste sous votre contrôle, même s'il n'y a plus de figurine à portée, jusqu'à ce que votre adversaire le reprenne à la fin ou début d'un tour. Donc ça c'est la même règle un peu que les Cadiens, etc. Exactement. C'est une règle qui est récurrente dans pas mal de trucs et je pense que ça va être intéressant parce que ça va créer du mouvement dans les armées et ça évite un petit peu les châteaux fond de cale, donc c'est plutôt bon. Oui, c'est ça, ça évite que nos unités de base comme ça soient condamnées à rester sur un point, elles peuvent aller faire autre chose quoi. Ensuite, donc on a les équipements qui pourront leur être donnés. Donc on commence par le Pan Spectral Scanner, les armes à distance équipées par l'unité de ce porteur, donc toutes les armes à distance dans l'unité, auront l'aptitude Ignore Cover. C'est pas mal. C'est très bien même. Ensuite on aura l'aptitude Comms Array. Chaque fois que vous ciblez cette unité avec un stratagème, donc pas adversaire, vous lancez un D6, sur un 5+, vous gagnez un CP. Voilà, et ça par contre c'est assujetti à une seule fois par round. C'est ça.
Comme les Cadiens d'ailleurs. Ensuite, nous avons Medipack. Donc, les figurines dans l'unité auront un Philopine à 6+, pardon. Yes. Donc ça, c'est cool Donc, parce que c'est le médic. En plus, voilà, les figurines ont ces options-là, donc c'est plutôt cool. Et ça se paiera, entre guillemets, pour la rancune, c'est rigolo de dire ça, ça se paiera donc dans les unités. Ouais, c'est ça. À noter qu'ils avaient aussi le médic avant, mais qui était vachement plus fort, qui permettait de relever des figurines, sachant que quand les figurines sont tanky comme ça et que tu pouvais en mettre jusqu'à 20, c'était un peu abusé. Là, c'est un Philopine à 6, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Pour des figurines aussi tanky, c'est pas mal. Et enfin, le dernier équipement, donc là, le porteur uniquement de l'équipement aura une invulnérable à 4+. Ah, c'est pas l'unité qui a la save à 4, c'est que le porteur. Ah, c'est le porteur. Donc on devra mettre les blessures contre lui si on veut. D'accord, ce sera un choix à faire. Ça va pas dans le sens de la simplification des datasheets, ça, hein, et du jeu, mais bon, c'est dommage. Sachant qu'ils ont une sauvegarde à 4+, il me semblait, moi, qu'ils avaient une sauvegarde à 3+, pardon, en fin de V9, mais je peux me tromper, je suis pas un spécialiste des Votann. Ouais. Endurance 5, on le rappelle, mais un seul point de vie. Et mouvement 5, hein, bah, ils ont des courtes pattes. On va juste faire un petit coucou au côté du Magna Rail, donc le côté taux, donc Devastating Wounds et Heavy, donc ça voudra dire que quand il tire, donc là c'est une attaque sur du 5+. Ouais, mais du 4+, il n'a pas bougé. Ouais. On voit qu'ils sont pas très forts au tir hein, quand même. C'est pas des Space Marines. On rappelle que les Necrons, ils ont baissé en capacité de tir aussi. Donc il y a un changement quand même dans cette V10 par rapport à tout ça. Force 12, PA-3, dégâts D3+3, potentiellement sur un 6, D3+3 mortel. Et ce sera à la place, de toute façon, des blessures. Ok. Bien sûr. C'est déjà assez fort comme ça. Et c'est des qu'à 18 pods. Donc ouais, ça picote quand même, mais bon, faut faire son 6, quoi. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a une arme qui est à la fois assaut et à la fois rapid fire. Alors, ça, oui, c'est vrai, ça. Soit c'est une phase de frappe, soit voilà. Soit il y aura un choix à faire, peut-être. Ou alors, c'est que effectivement on peut advance et tirer avec cette rapid fire, ce qui est un peu particulier, quoi, mais... Bah, visiblement, cette V10 avec ses mots-clés nous donnera des mix de types d'armes, apparemment. Ouais. C'est intéressant. Et en dessous, on a donc Heavy, donc on touchera sur du 4, on le voit, et sur un 6, on aura une touche supplémentaire. Ouais, c'est pas mal. Bon, ils ont tout un panel d'armes intéressantes. Hein. Pas plus de 24 pas, visiblement, de portée. Ouais, tout à fait. Alors c'est marrant parce que dans l'article ils disent que les grabs de Kill Team vont particulièrement être recherchés parce que justement pour pouvoir certainement mettre les médics, les machins, les trucs. Donc c'est ça, c'est acheter des boîtes Kill Team avec des règles qui servent à rien pour pouvoir jouer à 40 000, je pense que ça va vachement plaire aux joueurs. Bon, fin de la blague. Alors, si tu nous parlais de cette terrible forteresse mobile, s'il te plaît. Alors, bon bah clairement sorti de films tels que Seul sur Mars, hein, c'est clair, truc comme ça, voilà. Très sympa, très joli. J'aime bien le visuel du véhicule, ça change un petit peu. Alors, Hecaton Land Fortress, 10 de mouvement, 12 d'endurance, sauvegarde à 2+, 16 points de vie, commandement de 7 et compte pour 5 figurines sur un objectif. Les capacités, donc Deadly Demise D6, donc explosion à D6 D6 mortel. Ah oui, c'est 6 pas, ce sera 6 pas, et du coup D6. Hein. Avant c'était pas D3. Ça dépend des véhicules. Ça dépend, des véhicules. Ça dépend, okay. Ouais. Alors, l'œil des ancêtres évidemment. Fire Support. Durant votre phase de tir, si cette figurine a tiré, sélectionnez une unité ennemie où vous avez effectué au moins une touche. Et jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que une unité alliée qui a débarqué de ce transport, ce tour, effectue une attaque contre cette unité, vous pourrez relancer vos jets de blessure. C'est pas mal. Ça fait un joli combo. Ça fait un joli combo. Ouais. C'est assez étonnant que ce soit les jets de blessure. Personnellement, je trouve que fluffiquement, le jet de touche est peut-être plus fluff. Mais d'un air de dire, bon bah voilà, l'ennemi est là, on va lui tirer dessus.
c'est ça. Là, c'est la blessure. Bon, pourquoi pas. Ensuite, donc, on a le Pan Spectral Scanner en War Gear Abilities. Donc pareil, ça donnera Inner Cover à toutes les armes du porteur. Ensuite, donc, du coup, le profil dégressif en dessous, enfin, à 5 points de vie ou en dessous, ce sera -1 pour toucher. Oui, tout à fait. Alors comme arme, là tu parlais tout à l'heure d'armes qui tiraient pas très loin, là on a quand même le Hécaton Warhead, donc 36 pas, D6 plus 3 tirs, donc c'est assez stable, qui est en plus blast, tir indirect, et par contre ça tire qu'une seule fois. Ouais, ça tire qu'une seule fois, donc faudra bien l'utiliser comme il faut, faudra pas faire n'importe quoi avec. Donc ça reste assez stable, donc c'est intéressant parce que on a l'habitude des petits missiles, des petits lance-missiles qu'on rajoutait sur des fois sur les rhinos, trucs comme ça, qui tiraient qu'une fois mais qui faisaient des fois un tir, donc pas ouf. Là c'est D6 plus 3, au moins on aura au minimum 4 tirs. Yes. Et puis ensuite... Il y en a une autre, arme qui est intéressante. Le SP Heavy Conversion Beamer. Alors merci pour les noms parce que franchement des fois c'est un peu chiant. La traduction en français ça va être marrant. Ah, j'attends de voir, ouais. Qui aura donc l'aptitude conversion qui est décrite sur la fiche d'unité directement. Conversion, chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, si la cible est à plus de 12 pas du porteur, un jet non modifié de 4+ à la touche fait une touche critique. On va revoir cette règle conversion qui va être une des règles, je pense, du Codex Votann, puisque c'est la première fois qu'on le voit et on nous en reparle juste après. Donc c'est assez intéressant cette règle conversion. À noter qu'ici on aura Sustained Hits D3, donc sur un critique ce sera plus D3 touches. Et donc le critique il est sur du 4+. C'est ça. Ah. Si t'es à plus de 12 pas, donc c'est intéressant. Ça veut dire que 24 pas, donc t'as 12 pas de range pour avoir ton critique à 4+, donc c'est intéressant. Ensuite, on va passer tout de suite justement à la Mag conversion. Justement, le SP Conversion Beamer, donc on en parle ici. Alors là, quand c'est porté par un Gugus, ce sera 24 pas de portée, une attaque, 4+ pour toucher, force 7, PA-1, dégâts 3. Et si donc ici on est à plus de 12 pas, si on fait un 4+ pour toucher, non modifié, ça sera une touche critique, donc plus des 3 touches. Alors, un petit stratagème. Nous mettrez bien un petit stratagème, s'il vous plaît, monsieur Volkern. Bien sûr, c'est le dessert. Ok, donc on va continuer avec le stratagème des Votann qui vous est présenté ici pour 2 points de commandement qui s'appelle Reactive Reprisal, qui est un stratagème qui sera un peu similaire au stratagème qu'on nous a présenté pour les sœurs de bataille. Il s'activera pendant la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie qui a au moins un token de rancune ait fini ses attaques. Vous pourrez sélectionner une unité League of Votann de votre armée qui a été ciblée par au moins une des attaques de cette unité, de l'unité ennemie. Et cette unité League of Votann pourra tirer comme si c'était sa phase de tir uniquement sur ces unités qui l'a ciblée avant. Ça, c'est vachement bien. C'est typiquement ces stratagèmes qu'on voit popper dans cette V10 qui permettent des réactions dans le tour adverse. Et puis, ça fait des petites surprises. C'est quand même assez cher, c'est 2 PC, mais c'est sympa. Franchement, c'est... Par exemple, si tu le fais sur une petite unité qui, justement, une unité que tu avais ciblée avant, eh ben, en fait, tu claques tes 2 PC, mais tu vas en récupérer 3 suivant le tour. Donc, c'est plutôt bien. Ça peut être intéressant, surtout qu'on a vu que si on le mettait sur une unité de guerrier aussi, on pouvait potentiellement regagner un CP sur un 5+. Aussi. Exact. Il y a ça aussi. Il y a ça. Et je pense que les 2 CP sont pour caler par rapport à la puissance de feu de l'armée. Hein, les sœurs de bataille ont une puissance de feu qui sont peut-être moins grandes au tir que les squats, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais en tout cas, on va gagner le même bonus qui est +1 à la touche et +1 à la blesse, il y a 2 tokens. Bon écoute, ce qu'on peut dire sur ces nains de l'espace, sur ces squats, sur ces Votann, c'est que la League of Votann se simplifie, et ça c'est plutôt bien, que le système de tokens et de rancune semble plus lisible, donc là encore ça va dans le bon sens. Maintenant, à voir comment ils vont se comporter sur table, et bien sûr quand on aura les coups. En cette fin de V9, les pauvres joueurs Votann ont vraiment très peu de figurines sur table,
Et on le voit notamment Boarding Action que c'est très compliqué pour eux. Donc on espère que ça sera un codex qui sera un peu plus équilibré. De là à dire que ça va révolutionner le truc et que tout le monde va se mettre au Votann, je pense qu'il faut avoir une fibre particulière pour ces figurines. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ben oui, surtout que on l'a vu hein, quand les figurines sont sorties, c'était où on adorait, où on détestait. Hein. En tout cas au niveau du visuel. Absolument. Moi personnellement, je sais que visuellement, je les aime bien. C'est pas une armée que je jouerais parce que je suis pas non plus très fan du gameplay de l'armée, en tout cas du peu que j'en ai vu. Et là, elle a l'air de se simplifier au niveau des règles. C'est juste pour moi les armes où vraiment pour moi c'est les armes qui sont vraiment la complexité de l'armée quoi. Yes, un peu comme les taux d'ailleurs. Ouais, c'était déjà le cas en V9 hein, de toute façon, hein, mais donc un petit peu plus de simplification au niveau des règles, ça fait pas de mal. Yes, alors on va tout de suite passer à la phase 2 du plan, cher ami, avec les World Eaters. Donc c'est parti pour les World Eaters. Je sais que tu aimes le chaos, c'est ton... Ah oui. Hein, bah oui. Plaisir coupable du chaos, du sang pour le dieu du sang. Hein. Alors, petite introduction World Eater. Déjà, mes condoléances, amis joueurs World Eater, hein, puisque vous avez eu quand même votre codex à la toute fin de la V9. Et que si vous avez eu le temps de le jouer sans avoir les figurines, c'est bien. Et on va commencer tout de suite par le règle d'armée qui est la bénédiction de Khorne. Alors, on va l'expliquer plutôt que la lire. Hein. Vous allez au début du round de bataille, vous pouvez faire une bénédiction de Khorne. Vous allez lancer 8 D6. Et sur ces 8 D6, vous allez pouvoir les dépenser pour activer jusqu'à 2 bénédictions de Khorne qui sont décrites plus bas. Alors pourquoi 8 des 6 ? Parce que en fait on va avoir des combinaisons de dés qui vont... Non mais c'est parce que c'est le chiffre de Khorne, 8. Oui, mais c'est fluff mon gars. C'est fluff. Donc on nous explique qu'on ne pourra activer chaque bénédiction de Khorne qu'une fois par round, évidemment, on ne pourra pas la prendre 2 fois. Et que les dés qu'on n'utilisera pas, qu'on ne consommera pas, seront tout simplement défaussés. Et que la bénédiction de Khorne s'applique à toutes les unités de votre armée qui ont cette capacité jusqu'à la fin du round de bataille. Alors, on va les décrire une par une. Donc, Rage, Fuel, Invigoration. Donc, c'est n'importe quel double que vous allez consommer. C'est plus 2 à votre caractéristique de mouvement. Donc, on rappelle, vous lancez 8 dés. Si vous avez un double 1 ou un double 2 ou un double ce que vous voulez, vous pouvez avoir plus 2 sur la caractéristique de mouvement. Voilà. Ensuite, Wrathful Devotion. Donc là, n'importe quel double aussi. Chaque unité aura un Philopane à 6+. Et si elle avait déjà le Philopane, ce sera plus 1 sur Philopane. Ah, c'est trop top quand même. Sachant que sur 8D, vous aurez forcément au moins 2 doubles. Donc vous pourrez toujours activer ces capacités. Ah, t'es fort en maths, toi. Eh ben, il y en a là-dedans. Bah alors moi, j'y ai même pas pensé. Oui. Ouais, ensuite, ça va. On passe... ça va. Hein. C'est bon. Et moi, je vais couper du bois, va faire une tarte aux pommes. Oui, monsieur, bien monsieur. Alors, on passe ensuite à Martial Excellence. Donc, si vous avez double 3+, donc tout simplement double 3, double 4, double 5, double 6, que vous pouvez dépenser pour avoir sustain hits à toutes les armes de mêlée des unités que vous avez sur votre table. C'est pas mal. Oui. Pas mal, les 6 explosifs, c'est cool. Ouais. Et c'est bien double 3+, ouais, d'accord. Ensuite... C'est ça. Alors, double 4+, ou n'importe quel triple. Chaque fois qu'une unité est détruite, chaque fois qu'une figurine d'une unité est détruite et qu'elle n'a pas combattu à cette phase, sur un 4+, elle pourra taper quand même. Très fort. Ensuite, on aura Warp Blades, donc double 5 ou n'importe quel triple. Vous donnez Lethal Hits à toutes les armes de mêlée de votre armée. Bless auto, c'est propre. C'est propre. Surtout vu le nombre d'attaques qu'on va faire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ensuite, on a Unbridled Bloodlust, donc c'est double 6 ou n'importe quel triple 4+. Vous aurez Advance et Charge. C'est pas mal, hein. J'aime bien le mécanisme. Il y a un côté, là encore, un petit peu en rapport avec ce qu'il y avait à une époque. Alors, c'est un peu capillotracté, mais
par rapport à ce qu'il y avait à Battle. Donc là, on a des bénédictions qui sont un petit peu au bon vouloir des dés, et donc au bon vouloir des dieux du chaos. J'aime beaucoup. On va voir aussi que plus tard, que les triples, notamment le triple 6, a une valeur vraiment très très importante, surtout dans les grosses parties. Et ce qui est notable aussi, c'est que les unités démons alliées ne pourront pas y bénéficier de ça. C'est un petit peu dommage quand même, parce que les World Eaters, ils ont un peu toujours le cul entre deux chaises de dire bon bah voilà, mais les World Eaters c'est en gros, c'est un petit peu les démons majeurs, tout ça. Et là, bon bah on a des SMC qui sont fortement impactés par le côté démoniaque fluffiquement, mais malheureusement les démons qui seront avec eux n'auront pas cette bénédiction. Mais bon, c'est peut-être aussi pour calmer le jeu. Je sais pas si ça te désire. Hein. Ouais. Mais comme ils n'ont pas non plus les trucs démoniaques, si tu veux, ça aurait pu l'ombre démoniaque, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu commencer à faire des combos vachement forts quand même. Hein. Ouais. Ensuite, on va pouvoir passer donc au Berserker, donc l'unité vraiment de cornes, qui auront donc 6 de mouvement, endurance 4, sauvegarde à 3, 2 points de vie, commandement à 6 et objectif contrôle 2. Donc là, ça, pour l'instant, c'est des Space Marines normaux. Sauf que pas vraiment. Parce que déjà, on le voit à leurs armes, hein, les Berserker Chainblade et les Viscerator qui font bien mal hein, quand même. Hein. Oui, alors la Chainblade qui a automatiquement, donc là, toujours à la mode V10, c'est-à-dire force 4 plus 1 parce que corneux, bah, force 5, donc ça on l'a direct, PA-1, dégâts 1. On note que c'est 4 attaques par figurine, donc les Viscerator qui sera sans doute plutôt peut-être... Sans doute une arme par tranche de 5 figurines ou quelque chose dans ce genre-là. Ou pas, parce que elle fait très très mal, mais par contre, elle a que 3 attaques. Elle a que 3 attaques, mais pas de -1 pour toucher. Donc Ah oui, non, mais c'est clair. Force 8, PA-2, dégâts 2, ça rigole 0. Pour le reste, c'est tout le monde au pistolet, comme d'habitude. On voit la règle Hazardous, d'ailleurs, qui est un petit peu différente de ce qu'on avait pensé, d'ailleurs, parce qu'en fait, si vous faites un 1 en surcharge plasma, ce n'est qu'après... en fait, le 1 ne rentre pas en ligne de compte, c'est-à-dire que si vous utilisez cette unité, cette Hazardous là, vous lancez vos dés naturellement, et c'est une fois que vous en êtes servi, si j'ai bien compris, hein, que vous prenez un dé par arme. Ouais. Et chaque 1 fait 3 blessures mortelles à son porteur. Non, détruit son porteur si c'est pas un monstre ou un personnage. Si c'est un monstre, un personnage ou un véhicule, c'est 3 blessures mortelles. C'est ça, c'est ça. Ce sera 3 BM pour les personnages, véhicules, tout ça. Et sinon, bah, ça tue le porteur, ce qui est logique finalement. Ensuite, on va passer sur leur capacité. Donc évidemment, les bénédictions de cornes. Ce sera très très fort sur eux, évidemment. Et ensuite, on a Blood Surge. Alors là, c'est marrant. C'est une petite règle marrante qui est vraiment sympa. Je ne sais pas si c'était déjà présent dans le codex avant. Chaque fois qu'une unité ennemie est sélectionnée pour tirer, après que cette unité ait fini ses attaques, si n'importe quelle figurine de l'unité Berserker de cornes que l'on a là est détruite à l'issue de ses attaques, elle pourra faire un mouvement de Blood Surge. Pour ça, on va lancer un D6 et cette unité pourra faire un mouvement jusqu'à le nombre qu'on a tiré, tout en étant obligé de finir son mouvement aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche. Et sauf si c'est un avion, évidemment. Le petit truc en plus, c'est qu'elle peut le faire, elle peut se déplacer dans la zone d'engagement de n'importe quelle unité ennemie. D'accord, donc elle sera considérée au corps à corps à la phase de combat, mais elle n'aura pas les bonus de charge. C'est ça. Et c'est au tour adverse, et comme c'est au tour adverse en général, je dis bien, puisqu'on a vu qu'il y a des stratèges qui permettaient de tirer au tour adverse, et ben du coup on n'aura pas les bonus de charge. Par contre, ça peut faire peur à pas mal d'unités. Il est précisé aussi qu'on ne pourra pas faire de mouvement de Blood Surge si on est Battle Shock. Yes, alors tu peux me redire ça, c'est-à-dire si on perd au moins une figurine de l'unité, on peut faire un mouvement quoi. Ouais, c'est ça. Un mouvement de 1d6. C'est pas mal. Il n'est pas précisé. Il n'est pas précisé d'ailleurs qu'on peut que ce n'est qu'une fois dans la phase. Hein. Ah ouais.
Donc on se fait tirer dessus par une unité, tac, on perd une figurine, on va vers cette unité là par contre. Ah, on va vers l'unité la plus proche. D'accord. D'accord. On doit finir notre mouvement le plus proche possible de l'unité la plus proche. Ah, c'est intéressant. Parce que si ça avait été ça avait pas été l'unité la plus proche, en fait tu pouvais les rediriger. Si ça avait été l'unité qui tire, t'aurais pu tirer une première fois dessus, ça l'emmenait à droite, tu tirais une deuxième fois dessus, ça l'emmenait à gauche, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça aurait pu être complètement contre-productif, quoi. Ouais, par contre, il est bien précisé qu'on doit finir au plus près possible de l'unité la plus proche. Donc ça veut dire qu'on pourra pas s'amuser à partir en biais en disant non mais c'est bon, je me suis rapproché. Non, c'est vraiment, on va tout droit vers l'unité la plus proche. Ouais, c'est Serge Bergerac, quoi. Ok, super. C'est ça. Très bonne règle, je trouve. Et pas mal. Et surtout qu'on pourra pas le faire si on est Battle Shock. C'est logique, les unités, elles sont apeurées, elles sont en train de partir en fuite, voilà quoi. Ça, et c'est super fort aussi en boarding action, hein. T'imagines, toi? Trop ouais. bien. Alors, c'est clair. Ensuite, dans les Wargear Ability, il y a l'icône de corne. Alors, qui permet que chaque fois que vous faites une bénédiction de corne, si le porteur de l'unité... Enfin, si l'unité du porteur, pardon, j'inverse à chaque fois. Si l'unité du porteur est à portée d'un pion objectif que vous contrôlez, vous pourrez relancer un dé. Ah, donc quand on lance nos 8 dés au début, si on est par exemple, si on a 3 pions, 3 objectifs qui sont contrôlés par 3 unités de Berserk de corne, on va pouvoir relancer 3 dés. C'est ça. C'est super bien. Ah ouais, non, c'est super. Et là encore, c'est comme ce qu'on a vu hein, depuis le début de la V10. Hein. Franchement, ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Si tu nous parlais... si on passe... tu nous parlais un peu du gros Kitash. Ouais, le papa en gros. Ah bah là on est sur du daron de première qualité. Hein. là on est sur de la patate de forain quand même. Hein. C'est clair. On va pas se mentir. Là, en gros, il va le valoir son coup en point sur la table. Moi je vous le dis. Hein. Alors, 14 de mouvement, endurance de 11, donc un peu solide quand même le gaillard. Sauvegarde à 2+, un peu moins de points de vie que les autres démons qu'on a pu voir ou au Primark. 16 points de vie. Hein. Commandement à 5+, ça va être dur de lui faire peur. Et objectif contrôle 6. Donc vraiment, sa présence sur table, elle sera pas déconnante. Hein. Mais c'est intéressant quand même, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que tout le monde a une capacité de commandement. En V8 ou V9, il y avait des unités qui servaient à rien en termes de capacité de commandement, puisque en V9, on ne donnait pas son commandement autour de soi, même quand on était leader ou quoi que ce soit. Enfin, pas obligatoirement en tout cas. Et là, l'intérêt, c'est que même en gros, sur un point, vous êtes dernier tour. Vous jouez contre du tyrannide. Vous avez un point avec Angron. Ce point doit tomber. Vous faites un test de battle. Vous faites faire un test de battle shock à Angron, ce qui est possible puisqu'en tyrannide vous pouvez le faire quand vous voulez, au moins une fois par partie. Une fois. Ouais. C'est ça. Tu le fais au dernier tour. Le mec il pète son 4. Il a le seum. Ouais. 2d6 tu peux faire. Enfin, tu peux toujours faire moins de 5. Hein, je veux dire c'est. Et oui. C'est les probas sont là quoi. Donc. C'est génial. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et encore, c'est si jamais tu le mets à 8 points, à moins de 8 points de vie, dans tous les cas, il va faire un test battle shock de ce que j'ai compris à la phase de commandement. Pourquoi à moins de 8? Donc, bah en dessous de sa force, sa demi-force. Ah oui, tu fais toujours un test en dessous de ta demi-force. D'accord. Ouais, de ce que j'ai compris, un petit peu dans les infos que j'ai eues, quand t'as une figurine qui est en dessous de sa demi-force, à la phase de commandement, tu vas automatiquement faire un test battle shock et ça sera actif tout le tour. D'accord, ça veut dire que tous les rounds, quand tu es à mi-force, tous les rounds tu fais un test de battle shock? À chaque fois que tu fais une phase de commandement. Ah ouais, donc potentiellement, si tu l'as perdu, mettons 8 points de vie au premier round, tu vas le faire 4 fois quoi. Ouais, bah oui, tant qu'il est là, tant qu'il a moins de 8 points de vie, attention, c'est moins, hein, c'est pas la moitié, c'est moins de la moitié. D'accord. Voilà. D'ailleurs, du coup, ça va se poser la question de savoir si on va le tuer ou pas, du coup, parce que il a quand même une petite règle un peu sympa. Ouais. Alors, on va parler de ces armes de mêlée. Moi, je vais juste en parler 5 minutes parce que je trouve ça juste ouf, quoi. Donc là, en balayage, c'est 18 attaques sur du 2+. En stat, il en rate 3 hein, quand même, c'est pas si ouf que ça, hein, ça fait 15 qui passent.
Force 8, PA-2, dégâts 2. Ouais. Oh bah c'est fait pour tuer du Space Marine. Hein. 15 qui passe. PA-2, dégâts 2, ça fait donc sur du 2+ pour blesser, donc 15 qui passe. Ça fait, alors on va dire 8 qui passe. 8 qui passe, ça fait pas tant que ça. Hein. Ça fait 6 Space Marine. Ça fait 6 Space Marine. Ah, 5 et demi. 6 Space Marine qui meurent. Hein. Bon, ça tue une unité. Ouais, ça peut tuer une unité Space Marine. Ça peut aussi tuer. Alors, ça pourra pas wiper une unité de 20 Cadiens. Bah voilà. Attention. Voilà, ceux qui se plaignaient, voilà. Voilà. Ça pourra tuer Reboot Gulliman, mais on s'en fout parce qu'il peut revivre. Mais il n'y a pas que lui, visiblement. oui, il n'y a pas que lui, puisque visiblement, en gros, ça va être dur de le buter quand même. Alors, on va parler de la règle Reborn in Blood, donc renaître dans le sang. Ouais. Chaque fois que vous faites une bénédiction de corde, si jamais en gros, il a été détruit, enfin, il est détruit actuellement. Vous pouvez utiliser un 666 pour le ressusciter en fait. Et c'est là où les relances, parce que bon, 666, quand tu lances 8D, on va pas se mentir, c'est faible comme... C'est faible, mais bon. Mais si tu as par exemple 3 points sur la table et que tu peux relancer 3D, là du coup, ta stat elle augmente quand même méchamment quoi. Ouais. Et du coup, en fait, comme les bénédictions de cornes, tu les fais au début du round, en fait. C'est ça, hein, c'est au début du round, hein, je vais relire. Oui, tout à fait. En fait, tu le ressuscites, mais tu le replaces en réserve. Donc en fait, si jamais t'es joueur 2, bah il sera pas sur la table pour être ciblé, en fait. Donc c'est intéressant quand même. Oui. C'est ça. Et il renaît avec tous ses points de vie, hein. Attention. Ah oui, lui quand il revient, il fait pas des 3 points de vie, machin. Non, lui c'est full. Non, il est là, il est présent. Mais potentiellement, il peut même crever plus 2-3 fois dans la partie. Hein. Mais c'est ce que je me dis, c'est que ça a pas l'air d'être limité à une fois par bataille. C'est que si tu le tues T1, potentiellement il peut revenir. Tu vas le tuer T3, il va pouvoir encore revenir. Hein. Non, mais c'est rigolo. Enfin bon, de toute façon, c'est fluff, hein, parce qu'en gros, il est tellement énorme, mais bon voilà, après on verra combien il vaut sur table. Mais ça peut faire quelque part, là encore, les joueurs compétitifs vont dire ouais, pété, ou ouais, ça va pas, ou les joueurs casuals vont dire ouais, mais le mec il va mettre en gros, la partie est déséquilibrée, tout ça. Mais moi je pense que, de plus en plus, je pense que ce genre de figurines, de type Angron, de type Be'lakor comme on l'a vu ou autre, c'est des figurines qui sont faites pour être jouées en narratif. C'est-à-dire que tu mets Angron, tu mets quelques Space Marine avec, et tu attaques une base de Cadien, par exemple. Et en fait, le mec, il sait très bien, le Cadien, il sait très bien qu'il faut qu'il bute en gros. Le reste, il s'en fout, quoi, tu vois. C'est clair. Et en fait, il gagne ou il perd suivant le nombre de fois qu'il arrive à tuer en gros, quoi, en fait, tout simplement. Par exemple, oui. Non, mais on est d'accord que c'est des figurines qui sont très, très fluff dans leurs règles et qui vont valoir beaucoup de points sur table. Donc, est-ce que ça va vraiment être intéressant en compétitif? À voir en fonction de comment les joueurs les jouent. Moi, personnellement, qui suis pas vraiment un joueur compétitif, plutôt un joueur narratif casu, personnellement, en gros, le sortir sur table, faut que je me mette d'accord avec mon adversaire pour soit avoir un scénar qui soit intéressant pour le jouer, soit que lui au moins il ait une liste qui puisse le tuer, quoi, parce que sinon c'est intuable, quoi. Ouais. Après, il a une 4+1 vue, tu vois, par exemple, j'aurais peut-être mis moi une 5+1 vue, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on va quand même parler de son autre règle qui est vraiment intéressante. Présence corrompue, c'est ça? Oui. Warful Presence, qui s'activera au début de votre phase de charge. Et vous pourrez sélectionner une des trois capacités qu'on va vous lister et qui sera active jusqu'à votre prochaine phase de charge. Alors, déjà, je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai que le fait que ça se déclenche à la phase de charge, déjà, rien que ça, c'est super fluff. Ça, c'est génial. C'est super fluff et c'est hyper flexible. Parce que tu dois, en fonction de tes mouvements et de tes tirs, en fait, c'est là que tu vas pouvoir choisir après, en fait. Tu choisis pas au début de ta phase. Absolument, monsieur. Absolument. Donc, vraiment flexible, vraiment intéressant. Et donc, on va pouvoir choisir entre 3 auras. On va commencer par la première qui est Glorious Bloodletting, qui ajoutera simplement +1 à vos jets de charge.
aux unités à 6 pas. Bon, parfait. Voilà. Infectious Rage, qui va permettre aux unités à 6 pas qui sont en dessous de leur force de départ d'avoir plus d'une attaque à leurs armes de mêlée. Tout à fait. Et aussi, ça marche aussi pour les personnages. Oui, bien sûr, évidemment, personnages qui ont perdu des points de vie, évidemment, voilà, ils auront le bonus. On retrouve cet aspect de sang pour le dieu du sang, hein, que Korg, ils sont bas les couilles de qui meurt, du moment qu'il y a des gens qui meurent. Ouais, tout à fait. Et on retrouve aussi ça chez les sœurs de bataille, mais c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est pas la même chose, dans le sens où c'est pas du sang pour le dieu du sang, mais le côté héroïque des sœurs de bataille. C'est ça. Pas les mêmes raisons, mais ça donne un peu les mêmes bonus. Voilà. Yes. Et enfin, on aura le dernier, Righteous Slaughter, donc qui donnera à 6 pas autour de lui la relance des jets de touche. Moi, tu vois, quand je vois ces stats-là, je m'imagine l'attaque d'un truc, de l'Astra Militarum avec Angron qui défonce tout, et une petite force de sœurs de bataille, tu vois, alors c'est très les bouquins, hein, une petite force de sœurs de bataille avec Sainte Célestine, et après un fight avec Angron et Sainte Célestine, quoi, puisque les deux, quelque part, sont immortels, quoi, donc je trouve ça et en fait, plus Sainte Célestine elle va être blessée, plus elle va être forte, et plus Angron il va pouvoir donner des bonus et tout, machin, truc. Enfin, ça peut être épique comme truc, quoi, ça peut vraiment être épique, quoi. Ah oui, complètement, ça va être épique. Et le tout pour se faire fumer par un pauvre cadien avec un fuseur. Non mais vraiment. Ça. Mais tu peux revivre, donc ça va. Ok, puisqu'on en est dans les gros Kitash et les gros canons, ben, le Lord of Skull, alors bon, figurine particulière, on va dire, un petit peu volumineuse pour le coup, et ils ont un énorme canon. Ouais. Le Demon Gore Cannon, donc qui est Blast, 18 pas, D6 d'attaque, touche à 3+, force 14, -4, dégâts D6 +2. Bon, ouais. C'est un gros canon, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est un gros canon pour une figurine titanesque, donc rien à dire de particulier sur cette figurine que moi, personnellement, elle est bien, je sais que les joueurs corneux l'aiment bien pour jouer en gros format Apocalypse, par exemple. Je trouve qu'après, sur table, sur une... Ouais, elle est pas évidente à jouer quand même, elle se déplace difficilement. Bon, pourquoi pas. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit stratagème, par exemple, de Berserker Warband, par exemple Par exemple, bien sûr. Alors, l'offrande de sang, qui pour un PC pourra s'activer à n'importe quelle phase, au moment où vous avez une unité World Eater qui était à portée d'un objectif que vous contrôlez, qui est détruite. À ce moment-là, l'objectif, vous le gardez sous contrôle, même si vous n'avez plus de figurines à portée, et jusqu'à ce que votre adversaire le reprenne au début ou à la fin d'un tour. Ça veut dire, et c'est intéressant, parce que là encore, mécanisme, Fluffic, on a quand même une V10 qui s'annonce Fluffic. Alors c'est marrant, parce qu'on en avait parlé dans les Viox, c'est-à-dire que pour moi, une règle, si elle n'a pas un fluff derrière, elle sert à rien, et surtout, c'est difficile de s'en rappeler. Là... On se rappellera quand même que t'as tes 5 machins dessus, là. Berserker, par exemple. Berserker. Ça peut aussi marcher d'ailleurs avec des cultistes, s'ils ont le mot-clé. Oui, s'ils ont le mot-clé World Eater, oui. Et donc, tu perds ton unité, tu claques ton pesos, et là, crac, ton objectif est flagué. Je trouve ça super, voilà. Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. Hein. Parfaitement. J'aime bien, et puis en fait finalement c'est une règle, cette chose de garder les objectifs quand même si on n'est plus là. En fait c'est une règle qui donne un peu qu'ils essayent de donner un peu à chaque armée, mais de manière différente en fonction de l'ADN de l'armée. C'est-à-dire que Khorne, c'est pas du tout une armée de base qui est là pour prendre des points, c'est une armée qui est là pour tuer. Hein. Et donc du coup cette règle ils l'ont, mais avec un point de commandement sur une unité qui meurt. Du coup c'est Fluffic parce que c'est une unité qui est morte, donc dieu du sang on connaît. Ouais. Et par rapport à des Cadiens où eux ils sont vraiment là pour ça à la base, et eux ils ont la règle de base en fait. Absolument, monsieur Volkern. Alors pour conclure sur ces World Eaters, on peut dire que bah moi je vais vous donner mon sentiment. Les World Eaters c'est pas du tout mon truc à la base. Je préfère beaucoup de loin tout ce qui est Red Corsair, tout ce qui est peut-être même Black Legion. Eh bien, déjà la figurine d'Angron je la trouvais très belle et j'aimais bien les buveurs de sang. Et ben du coup,
Bah, je suis en train de réfléchir à faire... Je me dis, pourquoi pas faire une force tourner autour d'Angron, dans une logique... bon, bah, tu peins la figurine, elle est super belle, tu l'as, il est dans ta collection. Dans ta collection, tu peux t'en servir pour d'autres... pour jouer en très gros format ou autre. Mais dans une logique de... Par exemple, partie à 1500 points... ce qu'on joue le plus hein, dans nos formats alors à voir comment va être géré les points de commande, les points, parce que si ça se trouve 2000 points d'hier, c'est plus 2000 points d'aujourd'hui, enfin voilà, mais disons 1500 points de V9, qui était le format qu'on jouait dans nos associations, c'est quand même l'opportunité de jouer des scénarios narratifs autour d'une très très belle figurine. Moi j'aime beaucoup faire ça, et de se faire plaisir. Voilà, parce qu'il est butable. Avec sa 4+1 vue, avec son ceci, avec cela. Mais des règles qu'on voit là, il est butable, il peut revenir. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que quand tu mettais des figurines comme ça sur la table, soit il défonçait tout, soit tu te prenais un énorme tir, une énorme phase de tir au premier tour et ta figurine elle dégage et après tu peux plus jouer. C'est ça. Alors que là... Voilà, là il se passe des choses. Il va se passer des choses sur la table, ça va raconter une histoire. Et ça, moi ça me donne envie d'acheter Angron, qui est une figurine que je n'ai pas, pour me faire une Force World Eater, même à base de cultistes, et de faire un truc rigolum, quoi, tu vois. Je veux dire, on attaque une base de l'Imperium, une chose comme ça. Attendez-vous, messieurs, dames, à voir ce genre de choses sur la chaîne à partir de la rentrée pour la V10. Fin de juin, mais on fera les rapports de bataille certainement au mois d'août. Avec Volkern, peut-être. Peut-être. Ce sera l'occasion de sortir Royal Ventress, par exemple. Ah, irréel. Dans les guerres tyranniques, il va être obligé. Tu vas être obligé de venir pour le sortir sur table. Bah ouais, j'espère qu'il aura des règles un peu sympas quand même. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi j'aime bien. Encore une fois, j'ai pas mis la main sur le codex V9 parce que pour plein de raisons. Hein, ouais, il est sorti un peu tard déjà. Il est sorti tard. C'est un peu les figurines et les bouquins sont de plus en plus chers, surtout les bouquins. Les figurines, on n'en parle pas, mais les bouquins sont aussi de plus en plus chers. J'ai quand même d'autres projets d'armée avant. J'avoue que les figurines sont belles, hein, les chevaucheurs, comment on les appelle déjà? Les massacreurs. Ouais, c'est ça. Oui, les octoliers aussi sont vachement chouettes et tout ça. Et oui, ils sont très sympas. En gros, j'en parle même pas tellement il est stylé. Voilà, c'est une armée qui est entre guillemets toute jeune, qui a pas énormément de figurines dans son roster, même si elle reprend quelques figurines des Space Marines du Chaos, heureusement. Ouais. Ouais, tu peux jouer avec des Space Marines du Chaos, ça va, c'est pas non plus... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, quand tu veux aller partir sur des figurines purement corneuses, bon, t'as pas non plus énormément de trucs. Heureusement qu'elles sont magnifiques d'ailleurs. Mais du coup, les règles que je vois ici, en fait, c'est très atypique. J'aime beaucoup ce système de bénédiction de cornes. À voir comment ça sera mis en place. Voilà. Le système aussi de Angron qui déclenche sa règle spéciale à chaque phase de charge. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, c'est très fluff. Et puis voilà quoi. Bon, là on a une armée qui est vraiment tournée sur aller chercher les figurines au close, les taper, les buter. Voilà, là pour le coup c'est vraiment une armée qui est faite pour tabasser au corps à corps quoi. Donc ça te plaît? Ah, moi ça me plaît toujours, ça me plaît toujours. Bon, voilà, c'était la question, c'est-à-dire c'est un oui pour les World Eaters, ce qui n'était pas forcément évident, hein. Je veux dire, on a parlé des Votann juste avant, c'est bien, mais ça nous donne pas forcément envie de faire une armée Votann. Là, ça donne envie de faire des World Eaters. Alors... Le seul truc qui me gêne, c'est que sur la photo, ils vont aller massacrer des Dark Angel. Bah ouais, mais bon, si tu veux... C'est comme ça. Non, mais entre hérétiques, c'est dommage. En tout cas, Volkern, merci beaucoup. On se retrouve pour le focus, le Faction Focus numéro 4, qui aura donc le Mechanicus et les Eldar. Et puis, on sait déjà que le focus numéro 5 sera entre la Death Guard, avec la Death Guard, pardon, et les Chevaliers, les Knights.
Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup à toi Volkern. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, les liens sont dans la description pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à le faire par son Tipeee. Et puis voilà, et puis d'ici là, on espère que ça vous aura plu. Et puis d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.